science joue un rôle absolument central. Non, c'est simplement que les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement. L'image est à l'envers. Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Retournement de l'image. Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils. Lorsqu'on n'est pas scientifique, la vérité, on s'en fout. La science, c'est pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur LGFM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à vous et merci d'être fidèles au rendez-vous de Recherche en cours. Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galland et Alexandra D'Imperio. Bonjour Alexandra. Bonjour Jean-Marc. Émission aujourd'hui très largement consacrée à la robotique médicale. Nous allons parler des recherches en cours dans la mise au point de prothèses notamment. Alors domaine passionnant d'un point de vue technique, mais pas uniquement technique, puisque nous allons aussi croiser des thèmes autour de l'homme augmenté, avec toutes les questions éthiques, sociales qui s'y rattachent. Pour nous guider ce matin, on a le plaisir d'avoir avec nous Nathanaël Jarassé. Bonjour Nathanaël Jarassé. Bonjour. Ça va, vous êtes bien installé ? Très bien, merci. Nathanaël Jarassé, vous êtes chargé de recherche au CNRS, à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique à Sorbonne Université. Vous êtes membre de l'équipe AGATH pour assistance aux gestes et applications thérapeutiques. Est-ce que j'ai bien coché toutes vos tutelles ? C'est bon, merci. Alors, quand on parle de prothèses médicales, je pense qu'on a tous en tête des choses assez spectaculaires, des exosquelettes destinés à faire remarcher des paraplégiques, ou encore des prothèses qui seraient commandées grâce à des électrodes implantées dans le cerveau de la personne handicapée. Bref, des dispositifs hautement technologiques, médiatisés pour certains. Quel regard portez-vous en tant que chercheur du domaine sur ce type de dispositif, Nathanaël Jarassé ? Je partage l'émerveillement, on va dire, de certains autour de ces dispositifs-là. Il faut reconnaître en fait que ce sont des prouesses assez exceptionnelles, d'un point de vue technique, on avance beaucoup. Le challenge de poser des électrodes dans le cerveau, le challenge de décoder l'intention motrice, de rapprocher vraiment le corps physiquement d'un dispositif technique, c'est quand même quelque chose de compliqué. Après, en fait, par mon travail, qui s'apparente aussi à celui-ci, de développer des dispositifs techniques d'aide, je vois assez rapidement les limites en fait de ce qui est développé. Et je me rends compte un peu du décalage qu'il peut y avoir entre des fois la médiatisation qui est faite autour de ces objets, les croyances, l'imaginaire autour de ce qu'ils seraient capables de faire, et puis la réalité technique qui est souvent la suivante. Ce sont des dispositifs de laboratoire, du moins pour tout ce qui est implanté, qui ont nécessité beaucoup d'années de recherche et beaucoup de personnel pour les faire fonctionner pendant un temps assez réduit, avec un budget assez incroyable, et qui sont, même si une prouesse extraordinaire, ils sont loin, hélas, d'être disponibles commercialement ou pour les patients. Et donc ça, en général, j'ai une tendance lorsqu'il y a ce type d'annonce par les médias, à hélas, chercher la petite bête ou la limitation. D'accord. Alors on va peut-être aller un peu plus profondément sur ces limites que vous évoquez de ces dispositifs spectaculaires. Limites en termes d'efficacité déjà pour les patients ? Tout à fait. D'abord, en fait, par exemple, pour les exosquelettes d'assistance à la marche ou même les prothèses, en fait, on met en avant, on a un problème en 2019, mais depuis un certain nombre d'années, c'est qu'il y a un décalage assez fort qui s'est fait entre le matériel, l'objet technologique qui a beaucoup évolué. On a maintenant des exosquelettes avec beaucoup d'articulations motorisées, légers, très puissants, des prothèses aussi très biomimétiques avec des mains robotiques qui peuvent reproduire tous les mouvements des doigts humains. Et par contre, en fait, pour donner du contrôle et sur ce dispositif et de la sensation au travers de ce dispositif aux personnes porteuses de handicap, là, c'est là où le bas blesse, il y a un gros décalage entre les deux. C'est-à-dire que concrètement, on a un matériel très sophistiqué, mais on ne sait pas encore vraiment comment donner du contrôle et des sensations au travers aux personnes. Et donc, même quand on met en avant le fait que ça va être piloté par le cerveau avec des électrodes implantées, etc., ça appelle tout de suite un peu au cyborg, à la l'hybridation, au futur, à quelque chose qui serait perfectionné. Mais même là, en fait, finalement, on se retrouve avec des choses très limitantes, une expérience sensorimotrice qui est restaurée chez le patient de façon très limitée. Faut savoir que, par exemple, actuellement, quoi qu'en disent les médias dans leur manière de rapporter un peu simplement les propos, on ne sait pas décoder la pensée
de personnes équipées d'un implant cérébral. Ce qu'on sait, c'est on sait décoder ou reconnaître des états cérébraux que la personne va être entraînée à exhiber et que la machine va être entraînée à reconnaître. Et donc, que vous ayez en face à vous un joystick ou des boutons poussoirs, des électrodes posées sur vos muscles pour faire des contractions musculaires ou des électrodes dans votre cerveau, en fait, à chaque fois, vous allez interagir, contrôler le robot, quel qu'il soit, au travers d'un set très réduit d'instructions. Dans le cadre de l'interface cerveau-machine, ce sera des états cérébraux. Vous allez avoir, on va dire, une pensée, une image motrice qui va être associée par exemple à une action, une autre pensée à une autre action. Et donc à la fin, vous allez contrôler par des états de pensée un dispositif, mais vous serez quand même limité à avoir 6 actions possibles. Par exemple, si c'est le cas d'un bras robotique, comme dans les essais qui ont été faits ces dernières années avec des patients tétra qui pilotaient des bras, ils avaient des actions comme monter une main, descendre la main, fermer la main sur un objet, des choses très très réduites. Dans la vie courante, avec notre corps, notre vrai corps, on a une capacité de finesse, une richesse de contrôle, un côté naturel où on ne pense pas à l'action, enfin disons qu'on pense à l'action mais on ne pense pas à notre corps, tout se fait naturellement, on ressent énormément de choses et tout ça n'est pas du tout restauré dans ce qui existe à l'heure actuelle. D'accord, donc du coup, nombre d'actions finalement assez restreintes. Quel apprentissage ça suppose pour les personnes handicapées d'utiliser, de manipuler, je ne sais pas qui manipule qui, mais ce type de dispositif? Un apprentissage extrêmement lourd, et vous faites bien de le remarquer parce que c'est en général quelque chose qui est assez gommé dans la façon dont les médias rapportent certains des résultats fantastiques qu'on a pu voir. C'est souvent des renseignements qui sont donnés dans la partie Material and Methods au fond des articles qu'on ne lit pas toujours, qui n'est pas dans l'abstract. Le fait que par exemple derrière les dernières prouesses de patients tétra qui pilotaient un bras avec un implant cérébral, un implant cortical vraiment mis dans le cerveau, on parle de plusieurs années d'entraînement à raison de plusieurs heures, plusieurs fois par semaine, pour arriver à un résultat qui à la fin est, on le rappelle, de piloter quelques opérations du style haut, bas, droite, gauche d'un bras robotique. Donc il y a un décalage encore énorme, et les gens qui arrivent à ces résultats-là, en fait, sont des athlètes de leur cerveau, sont des athlètes de leur corps handicapé. Et ça, c'est un point. Donc, ça reste très dur. Et que ce soit pour un implant cérébral ou que ce soit pour une simple prothèse myoélectrique qui est couramment utilisée depuis une vingtaine d'années par les gens, il y a des semaines, il y a un réapprentissage d'un nouveau corps et d'un dispositif complexe. Et alors, pour ce qui est par exemple des électrodes qu'on pose dans le cerveau, je suppose que ça nécessite déjà une opération lourde aussi en elle-même. Tout à fait. Alors il y a différentes technologies plus ou moins invasives. On peut arriver à décoder des états cérébraux à partir de l'extérieur. Sans avoir de chirurgie, on va utiliser un casque EEG pour mesurer les signaux électroencéphalographiques. Mais plus on est loin du cerveau, plus ce qu'on mesure est perturbé par beaucoup de perturbations environnantes, de bruits électromagnétiques, de choses comme ça. Donc en général, plus on est proche, mieux c'est. Donc il y a différentes technologies qui existent actuellement, qui vont de l'électrocorticographie. On va vous placer ce même casque qu'on met d'habitude sur la tête, on va vous le placer sous la boîte crânienne, sur la dure mère, ce qui permet de résoudre pas mal de problèmes de parasites, voire la version encore plus poussée, qui est celle d'implanter vraiment des électrodes dans le cerveau. Mais il faut savoir qu'en fait, on restera toujours en surface, ça va être une grille d'électrodes qui va être posée à la surface du cortex, et que on a ce dilemme un peu, c'est qu'un implant va être très précis, alors qu'une matrice d'électroencéphalographie va être plus large, à savoir ce qu'on veut mesurer, à savoir aussi si l'activité cérébrale est dans une seule zone. Donc voilà, je m'égare, mais malgré tout, ça reste de poser un tel dispositif une chirurgie très lourde. Est-ce qu'on peut envisager de vivre plusieurs années avec un tel dispositif implanté sous la boîte crânienne? Alors, je ne suis pas vraiment un spécialiste de ces procédures, mais ce que je sais, c'est que la majorité des publications qui ont été faites, les implants étaient posés pendant un temps, pendant quelques semaines, puis retirés. Par la suite, les autorisations de la FDA américaine n'autorisant pas un port très long. Il y a des cas, comme ces patients tétraplégiques qui ont pu s'entraîner des années, qui ont gardé l'implant plusieurs années. On a, si vous voulez, peu de retours sur le très long terme. Ce qu'on sait, et que beaucoup de biologistes et de neurophysiologistes disent, c'est qu'il y a des phénomènes assez peu maîtrisés, notamment de gliose. Alors là, je m'écarte de mon domaine de compétences, mais dans lequel, finalement, les tissus nerveux réagissent, il y a une réaction inflammatoire à un corps étranger, et que assez souvent, ces implants, même s'ils ne sont pas dangereux, il y a une gangue qui se fait entre l'implant et les tissus nerveux actifs, qui fait qu'au bout d'un certain nombre d'années, le système risque d'être de plus en plus difficile à
à être utilisés. Pour l'électrocorticographie, une parenthèse, c'est que tous les résultats de recherche qu'on obtient à l'heure actuelle sur le fait qu'on peut décoder plein de choses avec l'électrocorticographie, on peut, par exemple, quelqu'un qui est en train de bouger ses doigts, on peut voir en temps réel l'activation du cortex moteur dans les différentes zones et dire ce qu'il est en train de faire, mais ça reste un dispositif qui est seulement posé sur des patients souffrant d'épilepsie profonde pour des études cliniques particulières. Donc on est loin d'avoir quelque chose de courant. Et puis encore une fois, il faut interroger la balance bénéfice-risque. Poser un implant dans le cerveau, faire des années d'entraînement avec la dangerosité, avec le fait qu'il y a quand même quelque chose qui va ressortir, un escar ou un in and out problématique. Pour la performance dont on a parlé tout à l'heure, on peut se poser la question. Il faut le faire pour la recherche, mais peut-être pas pour s'améliorer ces conditions de... D'accord, donc les impacts à long terme de tels dispositifs, clairement, il y a encore beaucoup de questions autour de ça. Est-ce qu'on a une idée, par contre, des impacts de la médiatisation de ces dispositifs sur ces communautés de personnes handicapées ? Est-ce qu'on ne risque pas, finalement, de nourrir un certain nombre de faux espoirs avec cette médiatisation que vous avez bien décrite de ces dispositifs Oui, très techno ? Vous avez tout à fait raison. Moi, je parlerai des terrains que je connais. Je travaille sur des domaines assez précis. Je veux dire, il y a énormément de handicaps, de dispositifs technologiques, mais par exemple, sur l'exemple des prothèses de membres supérieurs que je connais bien, pour lequel, en fait, j'interagis régulièrement avec des patients, avec des médecins et des orthoprothésistes du domaine, il y a un petit décalage qui se crée entre, finalement, ce que les gens pensent que la science et la technologie peut faire pour eux, et puis ce qu'elle peut vraiment leur fournir. D'ailleurs, c'est pas la science et la technologie qui fournit les prothèses, c'est plutôt des industriels. Donc il y a tout aussi une part de pression économique autour des marchés, du transfert de ces technologies qui est coûteux alors que c'est des petits marchés, qui ralentit encore un peu l'arrivée des nouvelles technologies pour ces personnes. Mais donc, ce que ça crée en général, c'est de la déception, une certaine forme de tristesse, parce que finalement en fait les gens, avant d'être confrontés au handicap et d'avoir vraiment mis le nez dans la prescription, ce que la sécurité sociale prend en charge, ce qui est disponible, etc., les contraintes en fait de mise en œuvre du système, ils n'ont qu'une idée très partielle de ce que sont que les technologies de réparation, et si vous voulez, dans l'imaginaire collectif, c'est pas les publications scientifiques ou les rapports annuels de la Haute Autorité de Santé qui crée le paysage qu'ont les gens dans la tête des technologies de réparation. C'est la science-fiction, ce sont les discours très engagés pro-technologiques de certains groupes idéologiques. On est dans une période... Par exemple, vous pensez aux transhumanistes. Je pense aussi, sans aller jusqu'aux différentes idéologies transhumanistes, il y a un certain nombre d'acteurs industriels ou techniques du domaine qui ont une tendance à mettre en avant la technologie comme solution à tout. Et finalement pour le corps, pour la maladie aussi. En fait, tous ces programmes qu'il y a sur, je veux dire, par exemple la génétique ou sur la robotique, etc., ou l'IA en santé, il y a un message quand même très très fort de la technologie permettra de résoudre tous les problèmes. Si j'ai bien compris, ces dispositifs, dans nos imaginaires, en tout cas, ils font résonner un certain nombre de choses qui ont à voir avec ce que vous venez d'évoquer, l'hybridation homme-machine, le transhumanisme, et éventuellement dans les cas les plus extrêmes. Quel regard portez-vous justement sur cette limite qu'on entend dans ces débats entre l'homme réparé et puis l'homme augmenté ? C'est une question intéressante. En fait, en général, quand on essaie de mettre une frontière entre les deux, c'est là où on se trompe. Parce que c'est... en fait, la labellisation réparée, augmentée, elle est beaucoup plus subtile que ça. De vouloir avoir une vision manichéenne qui, derrière, en fait, sous-tend souvent réparer, on a le droit, c'est bien, augmenter, c'est le mal, il faut pas, c'est pas éthique, etc. Elle est, hélas, simpliste. Parce que, en fait, ce qui répare peut augmenter, ce qui augmente peut réparer. La frontière est floue, elle n'est pas que basée sur des performances techniques. Il y a tout un nombre de choses qui sont des appréciations de l'ordre culturel, social, moral, et ça c'est influencé par beaucoup de phénomènes non techniques. Donc cette décision, finalement, ce mur de séparation entre la réparation et l'augmentation n'est pas que le fait de chiffres et de données scientifiques, techniques qu'on connaît. En fait, un thème dont on parle assez souvent quand on évoque ce genre de choses-là, c'est le développement de l'anthropotechnie. Le fait qu'en fait,
Pour la médecine, par exemple, elle-même, la médecine, il est de plus en plus difficile de faire la part des choses entre une médecine de réparation et une médecine d'amélioration. On est déjà dans une ère où il existe des pratiques anthropotechniques qui sont des pratiques médicales à visée non thérapeutique, des choses qui ne sont pas pour vous... Comme par exemple ? Comme par exemple la chirurgie esthétique non réparatrice, comme par exemple la pilule contraceptive, comme l'utilisation de produits dopants, et pas forcément de produits dopants dans le sport, mais ça peut être par exemple de substances comme la caféine ou autre chose. En fait, ce sont des pratiques, je ne suis pas du tout en train de les critiquer, mais ce sont des pratiques en fait, qui ne visent pas à vous soigner, à vous réparer d'un handicap, mais par contre, elles visent à améliorer votre bien-être. Et finalement, la société, nos sociétés, en tout moins occidentales, ont déjà accepté ces pratiques-là. Or, en fait, d'un point de vue réparation-augmentation, en tout cas, on ne peut pas considérer qu'elle répare. Donc, je veux dire, la frontière est très floue. Elle est aussi fonction de l'acceptation de la société de certaines pratiques. Il y a des sociétés dans lesquelles, par exemple, la chirurgie esthétique est beaucoup plus acceptée qu'en France, au Brésil, au Liban, par exemple, dans lequel c'est devenu quelque chose de courant. Nous, on aurait encore une tendance à dire que la chirurgie esthétique non réparatrice est une pratique vraiment anthropotechnique d'augmentation. Peut-être que si c'était plus courant, notre regard changerait et qu'on la banaliserait et que donc on la jugerait pas forcément d'augmentation, c'est-à-dire apte à créer peut-être un décalage par rapport à une normalité moyenne. Donc voilà, cette frontière-là, elle est très difficile. Elle est très difficile à cerner. Après, de vous à moi, dans mon activité de tous les jours, je n'ai pas du tout l'impression que la question se pose parce que on a du mal déjà à réparer correctement des gens avec des prothèses, avec des exosquelettes. On leur fournit une expérience sensorimotrice très réduite, ils contrôlent mal un système qui les aide partiellement, qui leur demande beaucoup d'efforts cognitifs, ils ressentent peu de choses au travers, ils sont obligés de s'inventer tout un tas d'astuces pour je veux dire, être à la fois toujours efficace. Donc on est loin de se gausser d'augmenter quiconque. D'accord. Alors, on va revenir directement du coup sur votre travail au quotidien et votre approche. On a compris que les approches invasives, c'était pas nécessairement ce que vous privilégiez. Comment vous faites au quotidien pour concevoir une prothèse ? Quelle est votre approche ? Alors nous, on se positionne dans l'équipe Agathe, pas tant sur le développement technologique, mais plutôt sur le constat suivant, c'est que comme on l'a dit tout à l'heure, le matériel est quand même là, assez performant. On a des choses biomimétiques, robotiques qui sont disponibles. Et donc ce qu'il faut vraiment améliorer, c'est le contrôle qu'ont les gens sur ces dispositifs-là et puis le ressenti qu'ils ont au travers de ça. Donc notre travail principal, c'est de développer des nouvelles approches de contrôle pour que quelqu'un qui porte une prothèse ou un exosquelette, il puisse, on va dire, agir sur son environnement naturellement sans trop y penser, sans avoir à créer des codes morses ou à penser à des schémas très compliqués dans sa tête pour arriver à l'utiliser, et qui puisse ressentir ça de façon très naturelle, avec, même s'il y a des substitutions sensorielles, même si on lui transforme par exemple le toucher de la prothèse en une vibration, que ce soit quelque chose de très facile à interpréter, de très naturel, très riche. Donc le parcours, l'approche qu'on a, nous, elle est très basée sur la compréhension du contrôle moteur, du fonctionnement du corps humain et du système nerveux central et périphérique. Donc on a beaucoup d'interactions avec des gens de neurosciences, on en a des gens dans l'équipe aussi, et la base, donc notre but, c'est de trouver une manière de contrôler naturellement une prothèse, par exemple, pour se focaliser là-dessus. Et en général, ce qu'on va essayer de faire, notre approche, c'est d'intégrer des connaissances sur le contrôle moteur humain à la prothèse pour qu'elle agisse de façon plus naturelle. Ok, alors prenons l'exemple d'une prothèse de bras. Par exemple, une prothèse de bras, on a récemment développé une approche dans laquelle en fait on utilise les coordinations qui existent au niveau du corps humain, les synergies, c'est-à-dire la façon dont nos articulations se synchronisent entre elles, pour en fait améliorer le contrôle. Comment ça marche ? En fait, en 2 mots. Quand vous faites un geste, on a l'impression des fois de saisir un objet avec la main, on se dit c'est un geste de la main. En fait, en général, notre corps participe à tout. C'est-à-dire que si vous attrapez un objet, vos pieds, vos hanches, vos troncs, etc. participent à ça. Il y a des relations très fortes qui se font au niveau de toutes les articulations du corps. Ces synergies-là, en fait, nous... Qui sont conscientes voire inconscientes, même certaines fois, en fait, mais très perceptibles. Par exemple, quand vous attrapez un objet, vous allez avoir à la fois une élévation de votre épaule, une extension de votre coude, une rotation de votre poignet, puis votre main qui s'ouvre, et tout ça est parfaitement synchronisé. Un peu comme si
votre cerveau piloter avec un seul levier, on va dire, toutes ces articulations-là. Donc nous, on va étudier ces phénomènes-là. On va par exemple prendre des populations de sujets sains qu'on va mettre dans des situations écologiques, dans un laboratoire de capture du mouvement, voire de capture de l'activité musculaire aussi. On peut enregistrer ce que font leurs muscles. Et puis on va leur faire des tâches qui s'apparentent à des tâches de la vie quotidienne. Et puis on va, avec les données qu'on va capturer, on va essayer d'analyser mathématiquement les relations, par exemple, entre ces articulations-là. Et on va essayer de trouver des modèles qui sont capables de décrire comment, par exemple, le tronc bouge en fonction de la main. Et ce savoir-là, dans certains cas particuliers, on arrive à l'identifier, à le modéliser à l'aide d'outils mathématiques qu'on pourrait nommer IA, c'est le mot à la mode, mais de modélisation, de régression ou de classification. On va essayer de le modéliser et de l'intégrer dans la prothèse. Donc on va avoir une prothèse, un objet technique qu'on va en général équiper d'une architecture de contrôle maison pour pouvoir lui programmer des comportements voulus, particuliers, et un certain nombre de capteurs qu'on va ajouter, et on va intégrer ce savoir dans la prothèse pour que, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, quand vous attrapez un objet, il y a des relations entre, par exemple, ce que fait votre poignet, votre coude et votre épaule. Donc en fait, avec notre modèle, on est presque capable, à partir de l'épaule et du tronc, de prédire ce que devraient faire les parties distales, le poignet, le coude, etc. Avec ce modèle-là, qu'on va mettre dans la prothèse, on va par exemple être capable, en captant les mouvements du corps restant de la personne, le mouvement de tronc d'une personne amputée de son épaule, on va être capable de prédire, par exemple, ce que va devoir faire le coude, le poignet, la main, dans certains cas, de cette personne, et donc lui donner un contrôle beaucoup plus naturel. Au lieu de contrôler une à une ses articulations, comme on le fait à l'heure actuelle avec les approches qui sont disponibles myoélectriques, la personne va se focaliser sur amener sa main à un endroit, et son corps, en fait, traduisant ce message-là, la prothèse va faire bouger les articulations de la façon la plus adaptée en fonction du modèle qu'elle aura appris. D'accord, donc si j'ai bien compris, c'est la prothèse qui va lire le langage corporel et qui du coup va prédire l'intention de la personne. Exactement. Et la convertir en termes de mouvement. Voilà, on a plein d'autres projets de recherche, mais qui s'appuient toujours un peu sur ce principe-là. Le but, enfin, dans l'appareillage prothétique, la grande difficulté, c'est que la prothèse, elle doit quand même être sous le contrôle direct de la personne. Pour les prothèses membres inférieurs, les dispositifs sont un peu plus autonomes parce que y a moins de cas possibles d'action. Vous pouvez marcher, vous tenir debout, courir, vous asseoir. Donc on peut faire un système réactif qui juste regarde ce que vous faites et puis agit. Pour les prothèses membres supérieurs, il y a tellement de choses, d'actions possibles qu'il faut donner du contrôle. Donc des fois, on va prendre le mouvement. Là, on est en train de développer des approches qui utilisent les compensations. Les compensations ? Les compensations motrices, le fait que, par exemple, de façon très simpliste, mais si la prothèse réagit mal, en général, les porteurs de prothèses, ils vont tout de suite trouver une solution avec leur corps inconsciente de compenser avec autre chose. Ils vont plier les genoux, ils vont baisser leurs hanches, et ils vont trouver une manière différente, par exemple, si le coude c'est pas assez étendu, de le faire avec le tronc. Et donc on a un superbe message de contrôle pour la prothèse qui nous dit là, il compense, clairement, je dois faire quelque chose de mal. Donc on peut construire des comportements de la prothèse qui sont aussi à l'affût de compensation de la personne pour construire leur action. On a aussi récemment en fait étudié beaucoup avec des collègues de l'Université de Marseille la possibilité de décoder l'activité électrique liée au membre fantôme pour en fait arriver à construire un contrôle de prothèse, faire une prothèse qui mime ce que fait le membre fantôme. D'accord, donc si j'ai bien compris, l'étape en amont, c'est vraiment d'apprendre à la prothèse comment fonctionne le corps, lui faire lire le langage du corps. Est-ce qu'il y a encore des choses à apprendre sur comment le corps bouge ? Il y en a énormément. En fait, il y en a énormément, et que ce soit pour le corps, le contrôle moteur ou le cerveau, en fait, il faut rester très modeste sur ce qu'on sait actuellement. On ne sait pas grand-chose. Le contrôle moteur est un des objets de recherche extrêmement important. Beaucoup de gens pensent que derrière la compréhension du fonctionnement du contrôle de notre corps par le cerveau, c'est une des clés de compréhension de plein de choses, de la conscience, de plein de fonctions au niveau, etc. Mais on est très réduit. On est souvent en plus observateur à l'extérieur du fonctionnement, donc on fait beaucoup d'hypothèses, de choses comme ça. Mais on est à la préhistoire de la compréhension en fait de ce qui se passe. Et on a beaucoup de dispositifs technologiques qui exploitent des phénomènes qu'on a observés, qu'on a mesurés, qu'on connaît, qu'on retrouve chez beaucoup de gens, mais qu'on ne comprend pas.
la stimulation électrique profonde. Là récemment, les travaux qui ont eu lieu sur la stimulation et électrique et avec exosquelette de patients paraplégiques, chez qui il y a eu dans des laboratoires en Suisse de monsieur Courtine, où en fait on a vu des gens commencer à pouvoir retrouver du contrôle des jambes après des protocoles d'entraînement. On ne sait pas encore exactement. On l'observe, mais les mécanismes sous-jacents. Mais les mécanismes sous-jacents sont souvent extrêmement compliqués et multi-échelles et donc loin d'être maîtrisés. Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I? That is she who's keeping me alive. Keeping the little girl as my goal. Makes my life worth living, you know. Another day, just another day. I wanna live to share the love that only she can give. And if she don't, come on home. I pray the Lord will help me carry on. Another day, just another day. Vous êtes sur LGFM, à l'écoute de Recherche en cours. Nous recevons ce matin Nathanaël Jarassé, chercheur à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique. Il est question de prothèses médicales. On en était en plein dans le début du process de comment on conçoit, comment Nathanaël Jarassé et son équipe conçoit des dispositifs prothétiques. Donc ce début, on l'a bien compris, il y a une phase importante de compréhension du mouvement pour l'apprendre à la prothèse. Ensuite, une fois que vous avez modélisé ces process de mouvement, que vous les avez intégrés dans une prothèse, quelle est l'étape suivante de mise au point du dispositif ? Alors effectivement, en fait, tout part de l'observation, on modélise, on développe un contrôle avec, et en général, on fait des étapes préliminaires de tests qui se font en général avec des sujets sains, au sein du laboratoire pour faire des pré-validations, parce que le temps passé avec les personnes amputées ou les patients dans les centres cliniques est précieux, et donc on fait beaucoup de réglages déjà entre nous, et donc ça s'apparente en général, par exemple on va bloquer le bras de sujets sains et on va leur équiper la prothèse comme un membre surnuméraire, on va dire, pour faire des essais dans lesquels ils vont devoir utiliser la prothèse pour faire certaines tâches. Donc on va repasser sous capture du mouvement et on va essayer d'analyser en général nos métriques pour juger de à quel point le mode de contrôle fonctionne. Ça va être de regarder par rapport à un geste naturel comment se comporte une personne qui fait une tâche avec la prothèse. Donc on va regarder est-ce que les invariants du mouvement sont retrouvés, est-ce que la cinématique ressemble, est-ce que la personne ne compense pas trop. Ça peut aussi s'agrémenter de questionnaires pour essayer d'évaluer est-ce que là par exemple ça a été très compliqué, est-ce que cognitivement en fait vous ne pouviez faire que ça et même pas parler en même temps tellement c'était compliqué à utiliser. On va évaluer sur ces choses-là, on va faire des réglages et quand on juge que le système fonctionne assez bien, en général on va passer à l'étape d'évaluation clinique. Alors au préalable, nous on travaille donc en direct avec beaucoup d'équipes de médecins. Et tous nos essais, on les fait dans des centres cliniques experts. On obtient en général, on fait la demande d'autorisation éthique auprès ou de comités de protection de la personne ou de comités éthiques pour de la recherche non interventionnelle, c'est-à-dire tout essai d'expérimentation sur l'humain en France est encadré. Donc on va proposer notre protocole, on va le faire analyser, valider pour pouvoir le mener. Et donc en général, on va aller en centre clinique. Moi, je travaille directement avec un très gros centre à Nancy, l'IRR, qui est un centre expert pour l'appareillage, dans lequel eux ce sont des partenaires dès le départ de nos recherches. Disons que nous, on est très à l'écoute aussi de leurs besoins et la recherche s'est créée dès le départ, on a eu des interactions. Quand on a synthétisé quelque chose qui nous semble intéressant et qu'on l'a prévalidé, on va leur demander d'essayer de regrouper
des participants à des expériences cliniques. Donc on va aller pendant quelques jours ou semaines dans ce centre et on va cette fois monter ce dispositif sur des personnes amputées et on va tester sur les mêmes tâches ou sur des tâches qui s'apparentent plus à des évaluations cliniques dans le monde clinique pour évaluer du bon fonctionnement de la prothèse, du bon contrôle. Il y a un certain nombre d'exercices standardisés qui existent et donc en général on va se prêter à cet exercice-là pour avoir un score clinique et on va en général, à ce moment-là, introduire une condition de contrôle qui est la personne amputée va faire la tâche avec sa prothèse de tous les jours, son contrôle myoélectrique classique, celui dont on sait qu'il a beaucoup de limitations, et avec la prothèse que nous on développe, en essayant de voir si elle améliore ou pas les choses. Et alors ces patients justement, comment entrent-ils dans ce genre de démarche? Est-ce que c'est eux qui vous contactent? Est-ce que ce sont les médecins? Est-ce que ce sont les centres de soins? Est-ce que vous les contactez? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes en contact avec des associations de patients? Tout à fait. Par exemple, on est aussi, alors pas directement sur des aspects techniques, mais dans le cadre de recherche qu'on mène plus général sur des aspects hors techniques, sociaux, anthropoculturels autour de l'appareillage prothétique. On a des relations assez fortes avec des associations comme l'ADEPA, l'association de défense des personnes amputées, ou des associations d'agénésiques. En fait, on a tous les cas. Pour répondre à votre question, à la fois, on a des médecins qui viennent régulièrement nous voir dans l'équipe AGAT, qui est une équipe de recherche labellisée INSERM, où on a des médecins aussi, qui nous font remonter leurs besoins, mais on a de temps en temps aussi des visites de gens qui travaillent sur une pathologie, qui ne trouvent pas de dispositif qui soit adapté et qui aimeraient lancer de la recherche là-dessus ou savoir ce qui existe dans le laboratoire. Donc on démarre quelque chose récemment avec l'Institut de la myologie sur une thématique comme ça. Nous-mêmes, en fait, de temps en temps, on a des idées sur peut-être une technologie dont on pense qu'elle pourrait aider une pathologie particulière, et donc là on va chercher des médecins partenaires. Nous ça a été le cas pour l'appareillage, les idées qu'on a eues sur les approches basées sur le mouvement, etc. On a été rencontrer plusieurs centres d'appareillage en leur disant voilà, on a ces idées là, on aimerait les tester, est-ce que vous seriez d'accord pour être partenaire, pour nous donner votre avis là-dessus, et puis par la suite nous faire rencontrer des patients, et puis on a le dernier cas, c'est qu'on a des patients qui viennent à titre individuel avec des besoins, qui ont des projets souvent très intéressants. En fait, il y a une individualité très forte dans l'appareillage prothétique. Il n'y a pas un moignon, il n'y a pas une amputation, il n'y a pas un ressenti, il n'y a pas un projet de vie qui soit identique. Et donc, ce qui existe, malgré le travail formidable que font les appareilleurs de personnalisation comme peu de métiers le font à la personne, il y a toujours des manques. Et donc on va avoir régulièrement des gens, par exemple, on a eu quelqu'un qui faisait de l'escalade, qui s'est construit une prothèse extrêmement sophistiquée de grimpe qui lui permet de se soutenir quand il grimpe avec des crochets métalliques, etc. Mais qui est extrêmement handicapé par le fait de ne pas ressentir le toucher des prises, et de savoir notamment est-ce qu'il était vraiment clampé sur une prise ou pas, parce que avec juste le toucher, il n'arrivait pas à évaluer la forme concave, convexe de la prise et savoir s'il était vraiment en prise. Et donc il est venu nous solliciter pour savoir si on pouvait l'aider à construire un système comme ça. Donc on l'a soutenu dans cette démarche. On a régulièrement des initiatives individuelles qu'on peut plus ou moins faire rentrer dans les lignes de nos projets académiques, mais on essaie, parce qu'en général, c'est dans ces cas-là qu'on avance le plus vite, parce qu'on a un accès direct à une personne qui est experte de son handicap, qui a un vrai besoin, et donc c'est extrêmement stimulant. Donc on a tous les cas possibles. D'accord, alors si on déroule la suite du process, donc vous avez testé avec des patients, des personnes en situation de handicap, vos dispositifs prothétiques, ils offrent ou pas certains avantages par rapport à l'existant. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ensuite vient l'activité principale du chercheur, qui est celle de la publication. Notre but, en fait, c'est de faire avancer, progresser la connaissance et puis les savoir-faire. Et donc, en général, on va publier ces résultats parce qu'on n'est pas les seuls à travailler là-dessus. C'est une émulation internationale. Il y a beaucoup de communautés différentes qui travaillent de recherche, qui travaillent sur ces aspects-là. Juste, est-ce que vous pouvez donner une petite idée de cette communauté en termes de, je sais pas, nombre de laboratoires? Je pense que par exemple, sur l'appareillage prothétique, c'est devenu un sujet qui attire beaucoup, on va dire à la mode,
avec les défauts aussi, qui est que une mode, on va dire, vole du temps de recherche à d'autres objets technologiques ou d'autres pathologies. Disons que là, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'appareillage prothétique. Il y a une effervescence assez forte, alors que finalement, il faut quand même reconnaître que c'est des populations assez faibles par rapport à d'autres pathologies, mais en tout cas, elles ont un grand besoin d'amélioration de leurs conditions de vie, donc c'est très bien. Mais je pense qu'on peut considérer qu'il y a une vingtaine de laboratoires dans le monde qui travaillent sur ces objets-là. Avec moitié de laboratoires qui sont issus plutôt de domaine médical et puis des laboratoires plutôt de robotique qui vont vers ces objets. Donc en fait on va publier les résultats. C'est un but en général double, c'est d'attirer l'attention de la communauté sur peut-être quelque chose de nouveau qu'il faut creuser, ou de montrer surtout en fait aussi, donc pas qu'à la communauté mais aux fabricants, aux industriels, que là on a découvert peut-être quelque chose qui marche, qui peut être intégré. Alors là c'est la phase de transfert, on va dire. Il y a différentes approches. De temps en temps, quand on pense qu'une innovation est vraiment très performante, impactante et très nouvelle, on va être encadré par le biais de nos tutelles pour faire de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle, donc déposer un brevet autour d'une innovation qu'on a faite. Déposer un brevet, ça, à la fois, on pourrait dire que ça peut être un frein au transfert de la technologie à tous. C'est un peu l'inverse de la publication, on divulgue les résultats et la manière de faire, mais c'est aussi souvent une manière d'arriver à transférer un industriel, parce que les industriels ont besoin souvent de cette sécurité, d'avoir la certitude qu'ils vont être les seuls à proposer cette innovation pour se démarquer des concurrents. Protégés par le brevet, voilà. En quelque sorte. Donc en général, on va, à la fin quand on obtient des résultats, on va analyser est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a matière à déposer un brevet ou pas. Et puis alors après, selon les tractations, selon les velléités de tout un chacun vis-à-vis de ce modèle économique ou le modèle open source ou ce genre de choses-là, on va choisir de ou publier ou breveter. Le but ultime, donc, c'est de faire progresser la connaissance et quand même d'essayer que ça bénéficie aux patients. Donc nous, même si on n'a pas la main là-dessus, en général, en tant que chercheur, on essaie quand même d'attirer l'attention des fabricants, que ce soit parce qu'il y a une publication, que ce soit parce qu'il y a un brevet, sur ce qu'on vient de faire, parce que notre but, c'est que ça soit intégré dans les années à venir par les fabricants. Est-ce que c'est facile, ça, d'attirer leur attention aux fabricants? Et quel est est-ce qu'il y a un marché aussi énorme que ça? Hélas, non. C'est là où, en fait, un peu le bas blesse, c'est que on retrouve ce décalage entre celui de l'imaginaire et de la réalité. Il est le même sur la place que prend la prothèse dans les laboratoires d'innovation, par exemple, et le marché auquel il se destine à la fin. Et donc le résultat, c'est que le marché étant petit, c'est des populations, c'est un appareillage complexe, hein, c'est une technologie quand même compliquée qui est utilisée beaucoup par des gens, donc on parle de 10 à 12 heures par jour, une prothèse elle peut être portée par des gens qui ont une activité physique avec. Il y a peu de dispositifs technologiques aussi sophistiqués qui sont utilisés par des non-experts hors du laboratoire dans des situations écologiques comme ça, donc il y a des problématiques de maintenance, de robustesse qui sont très compliquées. Il y a des problématiques de certification de dispositifs médicaux, des problématiques de remboursement, parce qu'il faut savoir que les personnes amputées en France ont une prothèse qui coûte en moyenne plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais qui est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Il y a des articulations, il y a des objets qui ne sont pas pris en charge parce qu'ils n'ont pas encore fait preuve de leur bénéfice et de leur efficacité, voire des fois les groupes ne les ont pas proposé au passage au remboursement, c'est d'autres stratégies. Mais donc on est sur quelque chose de très contraint, et donc les industriels sont très frileux de transférer des innovations pour des marchés aussi petits. Alors, il y a peut-être un mélange, il y a des éléments de discours aussi là-dedans, mais certains fabricants disent en fait qu'ils font ça par presque bonté d'âme pour l'appareillage, qui se rémunèrent sur de l'appareillage plus courant. Par exemple des fauteuils roulants, des cannes, des corsets, des choses qui sont plus couramment utilisées, sur lesquelles les volumes sont plus importants, mais que l'activité prothétique est une des plus dures. Est-ce qu'il n'y a pas, pour un certain nombre de ces applications, de ces prothèses ou de ces technologies que vous mettez au point, aussi des possibilités d'application à d'autres champs que le champ médical, et du coup, est-ce que c'est pas plus intéressant pour d'éventuels fabricants? Tout à fait. On est tout à fait conscient en fait de ces limites-là, et donc on cherche assez régulièrement, nous, à envisager, on va dire, le détournement. C'est un mauvais mot, c'est quelque chose de connoté de mauvais, mais c'est plutôt positif. Le hack, la réutilisation de l'innovation qu'on va faire dans d'autres contextes, d'autres cas, qui peut-être pourraient bénéficier à plus de gens. Un peu cette notion de dualité, qui est souvent envisagée pour les objets qui ont à la fois une utilisation militaire et civile.
on parle de technologie duale, mais là c'est plutôt l'idée d'une technologie duale qui pourrait servir à des personnes porteuses de handicap et pour d'autres applications au grand public. Est-ce qu'on a des exemples de ça déjà ? Alors on en a récemment, il y a eu une entreprise, ça n'a pas forcément marché pour le grand public, mais qui avait développé un bracelet pour proposer aux personnes valides d'utiliser des approches de contrôle myoélectriques, c'est-à-dire celles qui utilisent les contractions musculaires, celles que les personnes amputées utilisent depuis 30 ans pour contrôler leur prothèse. Utilisez ces technologies-là pour contrôler par exemple votre ordinateur. Vous êtes devant votre ordinateur et avec ce bracelet, quand vous faites des contractions, vous faites défiler les pages, monter le son, vous pouvez jouer à des jeux. Au lieu d'avoir une souris et un clavier, vous contrôlez votre personnage avec des contractions. Ce qui avait d'intéressant, c'est que ils ont réussi, visant le grand public, à construire un produit qui dépasse les performances du matériel d'appareillage pour un coût qui était 5 fois moindre. Donc tous les laboratoires se sont emparés de cette technologie-là. Beaucoup de patients en fait ont fait des tests avec ça. L'application de grand public n'a pas rencontré le succès escompté, donc le projet est un peu tombé aux oubliettes. Je crois que la société a arrêté de le commercialiser, mais c'était un exemple de quelque chose qui pourrait vraiment bénéficier aux deux. Vous êtes sur AligrefM à l'écoute de Recherche en cours. Nous recevons ce matin Nathanaël Jarassé. Il est question de prothétique médicale. Pendant la pause musicale, il nous est venu un autre exemple d'application duale à propos des exosquelettes. Tout à fait. Ce qu'on voit par exemple pour les exosquelettes, quelque chose qui favorise beaucoup leur développement. On est dans une période un peu de boom de ça. Il y a plein d'entreprises qui se lancent, beaucoup d'objets qui sont fabriqués. On va avoir des entreprises qui vont proposer des exosquelettes qui sont souvent différents, mais d'une même base, sont initialement destinés à la marche des paraplégiques, assister à la marche de personnes qui ont plus le contrôle de leurs jambes, et de plus en plus à proposer des produits pour aider des opérateurs sains, valides, dans des contextes professionnels ou industriels. Par exemple, aider des ouvriers qui travaillent sur des chaînes de montage à réduire leur fatigue musculaire, le stress postural, et limiter les troubles musculo-squelettiques. On est sur de la prévention, du bien-être. Et alors, en aidant ces ouvriers, est-ce que quelque part, ça ne remplace pas aussi certaines tâches qu'ils effectuaient avant, et quitte à aller vers de la robotisation du travail ? Alors, effectivement, on peut voir un peu les choses comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on se rend compte, depuis l'avènement de la robotique industrielle, une 50aine d'années, que malgré toutes les avancées de la recherche, il y a plein de tâches, même en industrie, où c'est très organisé, tout peut être standardisé, où on n'arrive pas à faire à des robots les tâches, parce qu'il y a encore trop de variabilité, trop de choses comme ça. Donc on a besoin d'un opérateur humain dans la boucle, et cet opérateur humain, il se retrouve souvent dans des situations qui sont de plus en plus contraintes, et donc le domaine de la cobotique, qui est vraiment collaborative robotics, c'est vraiment de faire des outils pour essayer de garder le contrôle et l'intelligence humaine, et que la partie physique, effort, etc., voire dans certains cas précision, répétabilité, soit robotisée.
Mais dans ce cas, est-ce que ceux qui gardent le contrôle, ce sont pas plutôt les ingénieurs et les ouvriers perdent une partie du contrôle on peut voir ça comme ça. C'est effectivement ce domaine, il se définit plutôt comme dans l'idée de là, on a des humains dans des situations qui sont de plus en plus lourdes et pénibles. On a l'âge de la retraite se recule. On a des gens qui sont à des postes physiques où ils n'ont pas la possibilité d'évoluer. Les troubles musculaires, les maladies du travail, les troubles musculo-squelettiques sont en train d'exploser, ça devient des postes de dépenses énormes pour les entreprises, et donc elles sont toutes en recherche de dispositifs pour essayer d'améliorer les conditions de travail de leurs salariés et éviter les pertes financières liées aux absences et aux pathologies que ça peut entraîner. Il faut être réaliste là-dessus. Mais je ne serais pas aussi négatif sur la vision de cette collaboration. Bon, en tout cas, c'était un bel exemple d'application duale où on voit bien que ça peut dépasser très très largement le cadre du handicap. Alors, on a beaucoup parlé de dispositifs techniques, mais curieusement, dans vos collaborations, vous vous entourez d'anthropologues, de sociologues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Tout à fait. C'est une volonté personnelle d'avoir une vision globale des choses, mais en fait, si vous voulez, la question... les questions non techniques se posent assez rapidement quand on interagit sur le terrain avec des patients. On se rend compte en fait que l'aspect technique, oui, certes, il est important, mais qu'il y a tout un tas d'autres phénomènes que si on ne prend pas en compte, on va complètement passer à côté de la réparation du corps. Si vous voulez, je pense que c'est un lieu commun de dire que ce n'est pas le dispositif technologiquement le plus abouti qui va être celui qui rend le plus service. Et notamment dans le cas de l'appareillage, dans le cas de la relation intime entre le corps et la machine, il y a tout un tas de questions très fortes, des questions anthropologiques, sociales, culturelles. La notion par exemple de la perception du handicap, de la perception des stigmates en fait, de l'appareillage prothétique, la question en fait, de l'intimité avec la prothèse, la question de la perte de contrôle. Vous pouvez faire la prothèse la plus sophistiquée, celle qui devine avant même que vous vouliez le faire, ce que vous voulez faire et qu'il le fait. Elle peut en fait être complètement rejetée par les gens parce qu'elle va induire une sensation de perte de contrôle chez le patient, qui va préférer avoir quelque chose de moins sophistiqué, mais où il sent bien que c'est lui le patron. On peut avoir vous ne regardez pas toute la physiologie autour du moignon, de la cicatrice, des névromes, de la sudation, et puis vous concevez un système parfait qui est complètement inutilisable à cause de la sueur, ou qui en fait génère, vous essayez de rendre des sensations par des vibrations pour restaurer le toucher ou des choses comme ça, puis vous oubliez en fait que par exemple vous générez des charges électriques dans les névromes parce que il y a des aspects physiologiques qui sont à considérer. Mais sur les aspects non techniques, on s'est rendu compte avec des gens de sciences humaines et sociales qui travaillent sur ce domaine-là, qu'eux avaient un intérêt à mieux saisir les problématiques techniques qu'il y avait là-dessus. Nous, qu'on avait un intérêt à mieux saisir les problématiques culturelles, sociétales, symboliques autour de ce corps sacré, pour faire des dispositifs qui soient plus intégrés corporellement par les gens et plus appréciés, plus utilisés. Ce qu'on veut, on ne veut pas faire un système très sophistiqué qui finalement va à l'encontre de plein de principes éthiques, moraux, sociétaux, culturels, qui fait que les gens rentrant chez eux la posent dans un placard et ne s'en servent plus. Du coup, si on ouvre à ces dimensions culturelles sur l'acceptation de la prothèse, et donc du coup c'est évidemment stratégique pour son usage, qu'est-ce que vous avez découvert sur des spécificités culturelles européennes versus d'autres cultures ? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent ? J'ai pas eu la chance, hélas, de faire de terrain, mais on vient de déposer récemment un projet dans lequel avec des collègues de sociologie, d'anthropologie, on va essayer d'aller étudier l'appareillage dans des pays culturellement très différents, en Inde, au Rwanda et en Islande, où un des principaux fabricants de prothèses est installé, pour essayer de comprendre ça. On a lancé un projet sur notamment l'apprentissage par les pairs, parce que concrètement, quelque chose que j'ai appris par exemple, c'est que ce que moi je peux dire au patient sur sa prothèse, ce que le médecin peut lui dire, n'a que très peu de valeur par rapport à ce que son
la personne avec qui il partage la chambre ou avec qui il fume une cigarette en bas de l'institut d'appareillage va lui dire. C'est l'apprentissage par les pairs, cette force-là. D'humilité. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus enclins, les personnes amputées, à entendre le discours de quelqu'un qui est dans la même situation, qui a aussi un appareillage, qui veut lui dire ta prothèse, tu devrais utiliser tel réglage ou faire ça, ou adapter ton système comme ça. Ça va être beaucoup plus entendu que si moi je le dis ou si le médecin le dit. Et donc il y a même une manière de communiquer qui est importante, et donc cette notion des pairs apprenants, des pairs aidants, quelque chose de très étudié. Et donc on va essayer de le creuser aussi pour voir s'il y a un biais culturel important. Quelque chose que j'ai un peu découvert, j'arrivais avec, quand j'ai rencontré les premiers patients, c'est que j'arrivais avec cette idée. Au début j'étais très naïf en pensant science-fiction, etc., sûrement à un moment, mais j'ai quand même très vite été conscient du décalage qu'il y avait entre la science-fiction et la réalité. Et tout de suite, je me suis dit que ce que les gens attendaient, c'était pas un objet science-fiction, ils voulaient pas être des cyborgs, ils voulaient des personnes réparées. Et pas mal de gens avec qui je collabore ont publié là-dessus. Et on se rend compte en fait que tout n'est pas aussi simple. En tout cas, il faut casser le côté modèle général qui définit tout le monde. C'est qu'on a de plus en plus des gens de façon assez fine, qui se servent en fait de l'imaginaire du cyborg, de la science-fiction, pour transformer les stigmates du handicap en des stigmates du cyborg, et qui vont par exemple demander volontairement à avoir une prothèse avec un look carbone noir très ostentatoire, de l'éclat. Il y avait des prothèses à l'époque avec des néons qui s'illuminaient, des choses comme ça, où moi, en voyant ça, je disais c'est un peu ridicule parce que... C'est du tuning, quoi. C'est du tuning. Ça marche toujours aussi mal que la prothèse myoélectrique classique. Par contre, dessus, il y a des LED qui clignotent. C'est un peu ridicule, c'est pas ça que les gens veulent. Les gens veulent quelque chose qui puisse fonctionnellement leur être utile. Et en fait... Le problème est beaucoup plus compliqué. Il y a un problème d'être capable, et puis il y a un problème aussi d'acceptation par la société qui peut être aussi de soi et par la société qui peut être aussi important, et que finalement cet éclairage, ce design-là, ce look va faire qu'ils vont être perçus par la société différemment. Et donc certains se servent de ça. Ils préfèrent avoir quelque chose de très robotique qui va les faire considérer comme des hommes, enfin reconnaître comme des hommes robots, des machines, plutôt que un mauvais pastiche de reproduction de main qui évoque cette vallée de l'étrange, cette inquiétante étrangeté, parce que c'est très ressemblant mais pas tout à fait, et qui va en fait attirer encore plus le regard, et puis surtout les catégoriser dans une étiquette de handicapé. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Nathanaël Jarassier, d'avoir été avec nous ce matin. C'était vraiment passionnant. On retrouvera bien sûr toutes les références sur le site de Recherche en cours. 1, 2, 3, 4. Ali Grefferme à l'écoute de Recherche en cours. Après les prothèses, un tout autre sujet avec la chronique d'Alexandra. Il est question de risque et de perception du risque, Alexandra ? Oui, exactement, parce que Jean-Marc, vous le savez, mes chroniques sont souvent inspirées de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, et ce qui motive ma chronique ce matin est un petit graphique qui a circulé récemment au sein de certaines communautés adeptes de zététique. Le graphique entend illustrer la différence entre, d'un côté, l'importance réelle de certains risques sanitaires ou environnementaux, et de l'autre, la perception erronée qu'en aurait le public. Grand public irrationnel, c'est ça ? Oui, c'est ça, parce que on peut voir sur ce graphique que les gens surestimeraient très largement les risques liés aux ondes téléphoniques, par exemple, et qu'ils sous-estimeraient tout autant les risques liés à la pollution atmosphérique. Et la morale de l'histoire, effectivement, qu'en tirent souvent les gens, c'est que le grand public perçoit vraiment les risques de manière irrationnelle, gouverné comme il l'est par ses innombrables biais cognitifs. Alors déjà, je tenais à préciser que ce graphique, si des auditeurs l'ont vu passer, il est un peu compliqué de retrouver sa source scientifique primaire, parce que je n'ai pas pu vérifier les données dont sont issus ce graphique, parce qu'il a été modifié et partagé par plusieurs intermédiaires, mais j'ai surtout eu envie de proposer un regard plus sociologique à propos de la perception des risques. Alors je précise d'emblée que je ne remets pas en cause l'utilité du calcul scientifique des risques, mais je me pose sincèrement la question.
S'il y a une grande différence entre la manière dont le grand public perçoit un risque et le résultat du calcul probabiliste réalisé par des scientifiques, cela veut-il dire pour autant que la perception du grand public est forcément irrationnelle, biaisée ou mal informée ? Et donc, du coup, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Alors, le sociologue Patrick Peretti-Vattel, dans son ouvrage intitulé « La société du risque », paru en 2010, considère que si certaines divergences entre experts et profanes sont souvent irréconciliables, ce n'est pas qu'une question de rationalité. Pour la simple et bonne raison que le risque n'existe pas à l'état naturel. Il s'agit d'une construction sociale, d'une représentation mentale qui permet aux humains d'avoir l'impression de pouvoir prédire, quantifier et donc de pouvoir maîtriser un certain nombre de dangers. Et comme pour la plupart des constructions sociales, on ne peut pas vraiment en faire le tour avec un unique calcul objectif et rationnel. Les sociologues des sciences le savent très bien. L'appréciation d'un risque est avant tout une question de culture et de valeur. Mais ici, comme souvent, il y a un gouffre entre des experts scientifiques qui accordent beaucoup de valeur à un calcul probabiliste, qui se voudrait apolitique, et des profanes qui se posent des questions éminemment politiques. Quel type de questions, par exemple ? Le chercheur Paul Slovic en a établi une petite liste que je vais vous partager de manière non exhaustive. Ces interrogations influencent la perception des risques et me semblent particulièrement présentes lorsqu'il est question d'installations industrielles comme les risques liés aux ondes téléphoniques dont on parlait tout à l'heure ou aux centrales nucléaires. Alors la première question c'est: ai-je accepté ce risque volontairement ou dois-je subir un risque qui m'est imposé par d'autres ? Deuxième question, puis-je contrôler moi-même mon exposition à ce risque ? Et surtout, puis-je faire confiance aux autorités gouvernementales et à leurs experts ? Le calcul scientifique d'un risque, en revanche, se contente en général de deux mesures, la probabilité d'occurrence d'un événement et l'importance de ses conséquences physiques ou matérielles. Ce calcul peut ainsi paraître très réducteur aux citoyens et citoyennes qui se posent des questions morales et politiques beaucoup plus larges. Et certaines études tendent même à montrer que les gens auraient une perception différente des risques selon leur profil socio-démographique. Selon que vous êtes riche ou pauvre, que vous avez fait des études ou pas, que vous êtes blanc ou racisé, que vous êtes un homme ou une femme, vous ne percevrez pas forcément les risques de la même manière et ce n'est pas une question de rationalité, mais de vulnérabilité. Rationalité, je suis pas sûr de comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors pour Patrick Peretti-Vattel, il existe une répartition asymétrique des risques qui correspond complètement aux discriminations sociale habituelle. Les recherches en sociologie et en géographie l'ont déjà bien documenté, nous ne sommes pas tous égaux devant les risques eux-mêmes. Certaines classes sociales et certains groupes sociaux sont beaucoup plus touchés que d'autres par les maladies et les problèmes environnementaux. Par exemple, les installations les plus polluantes se trouvent en général dans les quartiers les plus pauvres. Aux États-Unis, des chercheurs ont même montré que les populations noires et les minorités ethniques sont exposées de manière disproportionnée aux problèmes environnementaux et ça s'appelle le racisme environnemental. Serait-il donc si étonnant que des personnes qui habitent ces quartiers se sentent plus menacées ? Je ne suis pas sûre. Paul Slovic explique en tout cas que l'on retrouve certaines différences au sein même de la communauté scientifique. À compétences égales, les femmes scientifiques percevraient certains risques comme étant plus élevés. Il cite plusieurs études dont l'une d'elles constatait que les risques nucléaires étaient perçus comme étant plus élevés par les chercheuses en physique que par les chercheurs. En fait, de nombreuses études réalisées aux États-Unis, parce qu'on n'a pas le droit de réaliser ce genre d'études en France, mais ont pu remarquer que, par rapport au reste de la population, les hommes de couleur blanche percevaient régulièrement les risques sanitaires, technologiques et environnementaux comme étant plutôt faibles. Au cours d'une étude, Paul Slovic et ses collègues ont pu remarquer que cela était particulièrement marquant pour un tiers des hommes de ce groupe, et ces derniers avaient en fait une perception des risques extrêmement faible, et cela tirait la moyenne du groupe entier vers le bas. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces hommes ? Eh bien, les chercheurs ont remarqué que ce petit groupe d'hommes blancs était particulièrement éduqué, avec une forte proportion de diplômés de l'enseignement supérieur, que beaucoup d'entre eux avaient des revenus élevés et que leurs opinions politiques étaient assez conservatrices. En quoi cela influence-t-il la perception des risques, me demanderez-vous ? Eh bien, il semble que les hommes blancs éduqués et aisés considèrent que le monde est moins risqué parce que ce sont eux qui détiennent le plus de pouvoir économique et politique. Les technologies et les lois sont façonnées à leur avantage, autrement dit, le monde est moins risqué pour eux. À l'inverse, les femmes, les personnes racisées et les classes populaires tendent à considérer que le monde est plus risqué parce qu'elles ont moins de pouvoir. Le monde politique et économique leur est moins favorable, si bien qu'elles sont beaucoup plus vulnérables face à de nombreux risques. Et surtout, elles sont moins en mesure de contrôler leur environnement. Or, si je me retrouve forcée de subir un risque auquel je n'ai pas consenti et que je ne peux pas maîtriser moi-même, je ne peux m'empêcher de le considérer comme d'autant plus inacceptable.
Et qu'est-ce que vous concluez de tout ça, Alexandra ? Ma morale de l'histoire, c'est que la différence entre la perception du grand public et le calcul scientifique ne s'explique pas uniquement par des biais cognitifs et un manque d'information. Elle est également influencée par des réalités politiques quotidiennes dont les experts, qui ont souvent une situation socio-économique privilégiée, n'ont pas toujours conscience. Merci beaucoup Alexandra pour cette chronique. Il y a un risque non négligeable que nous soyons arrivés à la fin de cette émission. Merci encore à Nathanaël Jarassé d'avoir été avec nous ce matin. La Recherche en cours, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous retrouverez toutes les références sur le site de Recherche en cours. Merci à Gilles Brézard à la réalisation ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochaine Recherche en cours le 14 juin.